Le plus beau cadeau serait que tu meurs. Ces mots ne venaient pas d'un inconnu, mais de ma propre fille. Je me suis figé, comme si on m'avait arraché le sol sous les pieds. L'air dans la pièce était lourd, difficile à respirer, et pendant un instant, j'ai cru m'évanouir. Elle a souri, non pas d'un sourire nerveux, mais d'un sourire de certitude. Je savais que ce n'était pas un lapsus. C'était un souhait froid et calculé qui révélait quelque chose de bien plus profond qu'une simple ingratitude. Mon cœur battait fort, non seulement à cause de la douleur du rejet, mais aussi du danger caché derrière cette sentence. Que signifiait vraiment ma mort pour elle? La fin des souffrances, ou le début d'une vie plus confortable pour quelqu'un qui n'avait jamais levé le petit doigt pour moi? C'était comme apercevoir la partie émergée d'un iceberg et savoir que la partie la plus dangereuse était encore submergée. À cet instant, toutes les petites insultes et les silences pesants prirent un sens nouveau. Les invitations jamais arrivées. Les regards en coin, scrutant mes vêtements, mes cheveux, mes manières. Le mépris déguisé en blague familiale. Tout cela, maintenant, semblait répéter ce moment cruel. Je n'étais pas seulement indésirable. J'étais jetable. Mon esprit tournait en rond, cherchant à comprendre. Quand une fille souhaite la mort de sa propre mère, que recherche-t-elle vraiment? Un héritage? La liberté? Ou simplement se libérer de la présence qui la perturbe? Cette question me brûlait comme un fer rouge. C'est étrange comme la vie peut parfois se transformer en un jeu truqué. J'ai toujours pensé jouer franc jeu, comptant sur ma famille pour me loger. Mais j'ai réalisé, trop tard, que les cartes étaient truquées contre moi. J'étais la carte que tout le monde voulait éliminer. Et pourtant, au cœur de cet abîme, une étincelle jaillit. Une voix silencieuse mais ferme me dit que ce ne serait pas la fin pour moi. Qu'il restait en moi quelque chose capable de bouleverser le destin. Ma fille ne savait pas qu'en souhaitant ma mort, elle venait de m'apprendre à renaître. Les paroles de ma fille résonnaient encore en moi, comme un poison qui coulait lentement dans mes veines. Assis dans le fauteuil, je regardais autour de moi, cherchant un détail qui me ramènerait à la réalité. Le tableau de travers au mur, le tapis usé, l'horloge qui tic-tac lentement. Tout semblait ordinaire, mais le silence était empreint d'une violence invisible. Comme si chaque objet assistait à ma chute, complice d'une scène que je n'aurais jamais imaginé vivre. Je passai la main sur l'accoudoir du fauteuil, sentant la texture rugueuse du tissu. C'était le même fauteuil où j'avais bercé ma fille bébé, les matins froids où elle dormait sur mes genoux. Ce souvenir me transperça comme un rasoir. Le contraste entre ce que nous avions été et ce qu'elle venait de dire était trop cruel. Comment l'affection d'hier pouvait-elle se transformer en poison aujourd'hui? La douleur ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans ce qu'ils cachaient. Car personne ne dit une chose pareille par hasard. Derrière cette phrase se cachaient des projets, des intentions, peut-être même de la précipitation. Et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de rejet, mais de survie. Ma mort était opportune. Et moi, vivant, j'étais un obstacle. En y repensant, un frisson me parcourut l'échine. La vie se révèle parfois comme un couloir étroit, avec des portes qui se ferment les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un chemin étroit et étouffant. C'est ce que je ressentais, coincé par ma propre fille, comme si je n'avais plus ni place ni droit d'exister. Mais en même temps, quelque chose en moi refusait d'accepter ce destin. Un fil de dignité, invisible et tenace, commença à se tisser. C'est ce même fil auquel tant de gens s'accrochent lorsqu'ils entendent des histoires comme la mienne. C'est pourquoi tant d'entre eux choisissent de rester ici, après chaque révélation, car ils savent que la vie peut basculer en quelques secondes. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas donné le plaisir de voir mes larmes. Je suis resté planté là, laissant le silence devenir un bouclier. Mais en moi, quelque chose commençait à s'éveiller, comme une flamme cachée sous les cendres. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, si elle croyait que ma mort serait un cadeau, alors il était temps de lui montrer que j'avais encore beaucoup à offrir et que ce ne serait pas du tout à quoi elle s'attendait. Le silence qui suivit cette phrase n'était pas seulement une absence de son, mais un poids étouffant qui emplissait chaque recoin de la maison. J'entendais mon propre cœur battre, comme s'il cherchait à s'échapper de ma poitrine. Elle, en revanche, semblait paisible, presque détendue, comme si un poids s'était enfin ôté de ses épaules.
Le contraste entre nous était brutal, moi, déchiré intérieurement, et elle, calme, m'observant avec une sérénité qui m'effrayait encore plus. Les jours suivants furent un véritable champ de mine. Chacun de ses gestes était chargé d'ombre, chaque mot semblait calculé. Ce n'était pas seulement la cruauté des mots, c'était la certitude que quelque chose se tramait en coulisses. Comme une rivière souterraine, invisible, mais qui, un jour, déborda et engloutit tout autour. Je commençais à remarquer des signes qui seraient passés inaperçus auparavant. Des conversations téléphoniques chuchotées, des regards secrets échangés, une hâte inhabituelle à discuter de documents, de factures et de paperasse. Mon esprit s'agitait, essayant de reconstituer le tout. La mort n'était pas un simple souhait, c'était une opportunité. Je commençais à comprendre que je n'étais pas confronté à un caprice passager, mais à un complot dont ma vie était l'obstacle à éliminer. Et lorsque cette prise de conscience m'a frappé, l'air s'est évaporé de la pièce. Le soir, je m'asseyais seul dans la cuisine, la faible lumière n'éclairant que la table. Le contraste était presque symbolique. Une pièce remplie de souvenirs d'inquiétude, désormais transformée en un espace de peur. La vapeur de la bouilloire montait lentement, ondulait dans l'air, comme pour me rappeler que, même dans l'obscurité, quelque chose tentait encore de s'élever. J'ai essayé de trouver l'espoir, mais il est resté brisé, fragmenté, comme du verre au sol. En même temps, il y avait une force née de la peur, une sorte de résistance silencieuse. Car lorsque le danger approche, chaque détail du monde devient plus clair. Le grincement d'une porte, l'éclat d'un regard, même le contact d'une tasse chaude dans mes mains. Tout semblait m'avertir que je devais me préparer. Et c'est dans cet état d'alerte que j'ai commencé à comprendre. Ce qui était en jeu n'était pas seulement ma place au sein de la famille, mais mon existence même. Il y avait quelque chose de plus grand à l'œuvre, quelque chose qui n'avait pas encore de forme claire, mais dont je pressentais qu'il allait bientôt se révéler. Durant ces jours de silence forcé, je me suis surpris à remarquer des choses qui m'étaient passées inaperçues auparavant. Le bruit de la clé qui tournait dans la porte, la façon dont elle évitait mon regard vers la table, la hâte avec laquelle elle cachait son téléphone portable quand j'entrais dans la pièce. C'étaient de petits signes, mais ensemble, ils formaient un mur invisible entre nous. Et dans cette distance, quelque chose a grandi en moi. Non seulement la douleur du rejet, mais aussi une nouvelle clarté, presque cruelle dans sa netteté. Un matin, alors que je préparais du café, la forte odeur de café moulu qui s'élevait dans l'air me rappela l'époque où la cuisine était au cœur de notre affection. Je me souvenais de la petite fille qui accourait maladroitement, demandant de l'aide pour remuer la casserole, laissant tout tomber et riant comme si le monde était trop simple pour être cruel. Ce souvenir me blessa profondément, car je réalisais que ce passé semblait n'avoir laissé aucune trace en elle. Comment est-il possible que l'amour déversé toute une vie puisse se perdre si facilement, comme de l'eau qui coule entre les doigts? Ces pensées me consumaient, mais elles me donnaient aussi une force étrange. À chacun de ces gestes calmes, je sentais une résistance silencieuse se renforcer en moi, comme un tronc d'arbre qui, même secoué par le vent, refuse de tomber. Et c'est peut-être à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce voyage, laissant un signe silencieux que le message les a touchés. Car ils savent qu'il y a des moments où même un cœur épuisé a besoin d'un soutien invisible. Il y avait des nuits où je m'asseyais près de la fenêtre, fixant les lampadaires, essayant d'imaginer une autre vie où le poids serait moins lourd, une autre version de moi-même qui n'aurait pas à endurer la violence déguisée en mots. Ces petites pauses me permettaient de respirer, ne serait-ce que quelques secondes, avant que la tension ne revienne dans ma poitrine. Et c'est dans ces silences que j'ai compris quelque chose d'encore plus troublant. Derrière ce rejet se cachait une histoire plus vaste, peut-être quelque chose qu'elle-même n'avait pas le courage d'exprimer à voix haute. Comme si les mots qui me blessaient n'étaient que la surface d'un abîme bien plus profond. J'ignorais encore ce qui se cachait en dessous, mais je sentais que je serais bientôt obligé de regarder. Parfois, je me demandais si mon silence relevait de la force ou de la lâcheté. À chaque regard froid de ma fille, à chaque mot sec, j'avais l'impression de traverser un couloir étroit, où chaque pas résonnait plus fort qu'il ne le devrait. J'avais l'impression de vivre dans une maison pleine d'ombre, où même le bruit d'un verre atterrissant sur la table semblait annoncer un danger. Pourtant, dans ce même silence, j'ai découvert des lueurs d'espoir. Par moments, je me suis surpris à respirer profondément, comme si mon corps refusait d'abandonner.
C'était une lutte entre deux mondes, celui de la douleur, qui me tirait vers le bas, et celui de la résistance, qui me poussait vers l'avant. J'oscillais entre les deux comme une bougie par une nuit venteuse, parfois presque éteinte, parfois vacillante, mais toujours allumée. Les souvenirs du passé s'infiltraient dans ces moments. Je me voyais tenir sa petite main dans la rue, la protégeant des voitures, l'entendant rire lorsqu'elle découvrait quelque chose de nouveau. Ces images me revenaient comme des fragments d'un vieux film, aux couleurs délavées, mais suffisamment vives pour transparaître. Car c'était précisément le souvenir de l'amour qui rendait le rejet si cruel. Et en revivant ces contrastes, j'ai réalisé à quel point ma propre présence était devenue inconfortable. Je n'étais plus perçue comme une mère, mais comme un obstacle. La douleur de cette prise de conscience était intense, mais en même temps, elle m'a poussé à voir au-delà de l'évidence. Car lorsque quelqu'un désire votre absence, que cherche-t-il vraiment à cacher? Il y avait quelque chose de non dit qui planait entre nous. Un secret, peut-être. Un motif plus profond encore à révéler. Ce sentiment me suivait comme une ombre qui suivait mes pas, me laissant entendre que ces mots n'étaient pas la fin de l'histoire, mais simplement la première lueur d'une vérité bien plus profonde encore à venir. Le vide entre nous commençait à se répandre dans la maison comme un épais brouillard. Je me réveillais au petit matin et arpentais les couloirs sombres, sentant chaque mur résonner comme l'écho de ce qui n'était pas dit. Il y avait une étrangeté dans chaque petit détail. Le plat laissé dans l'évier, la porte claquée, le ton de voix trop maîtrisé. C'étaient les signes que quelque chose bougeait dans l'ombre, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais qui me tenait en éveil comme un animal odorant le danger dans l'air. En même temps, il y avait des moments où l'espoir surgissait de manière inattendue, presque comme une provocation. La lueur timide de la lune perçant le rideau de la chambre. L'odeur du café frais qui flottait dans le matin. Le chant lointain d'un oiseau semblait me rappeler que le monde continuait, même lorsque la douleur tentait de m'emprisonner. C'est ce contraste qui me déchirait. La vie persistait à m'offrir la beauté, tandis que la mort semblait planer au-dessus de mon propre plafond. Je me sentais divisé, comme si deux versions de moi-même se battaient en silence. L'une, fragile et lasse, prête à être effacée. L'autre, ferme et inflexible, dressée comme une racine en terre sèche, refusant de céder. Ce combat intérieur transformait chaque jour en un champ de bataille invisible, où j'étais à la fois victime et guerrière. Et dans cette lutte de pouvoir, j'ai commencé à voir ce qui était réellement en jeu. Ce n'était pas seulement mon lien avec ma fille, ni la douleur du rejet. C'était mon identité même, toute mon histoire, menacée d'être réduite à néant. Quand quelqu'un vous souhaite la mort, il ne tue pas seulement votre corps, il essaie d'effacer le souvenir de tout ce que vous étiez. Cette pensée me transperça comme une lame de glace. Et pourtant, au milieu du froid, une flamme subtile mais persistante brûlait en moi. La promesse silencieuse qu'il restait encore quelque chose à révéler, quelque chose qui pourrait transformer cette peur étouffante en une force inattendue. J'ignorais quand cette vérité ferait surface, mais le sentiment était clair, elle se rapprochait. J'ai commencé à remarquer que chacun de ses gestes laissait des traces qui perduraient au-delà de l'instant. Ce n'était pas seulement la douleur immédiate de ses paroles ou de son regard. C'était la façon dont ma respiration devenait saccadée, la façon dont mon corps semblait se préparer à une attaque qui ne venait jamais, mais qui était toujours aux aguets. Vivre ainsi, c'était comme traverser un champ détrempé, où chaque pas s'enfonçait un peu plus profondément, laissant des traces difficiles à effacer. Et pourtant, sur ce même terrain incertain, quelque chose de nouveau a commencé à émerger. J'ai commencé à observer plus attentivement, comme quelqu'un qui ramasse les pièces d'un puzzle. Chaque détail était une pièce qui me rapprochait de quelque chose de plus grand. Le silence soudain à mon entrée dans la pièce. Les messages effacés à la hâte. Les conversations qui s'interrompaient dès l'apparition de mon ombre. Tout cela contribuait à renforcer le sentiment croissant que je n'étais pas seulement rejeté, mais ciblé par quelque chose de plus calculé. Cette prise de conscience m'a apporté un étrange mélange de peur et de pouvoir. Peur, car je savais qu'un réseau se formait derrière moi, et pouvoir, car en réalisant cela, je n'étais plus aveugle. C'était comme voir, pour la première fois, les lignes qui mouvaient le théâtre dont j'étais un personnage. Je me suis demandé en silence, jusqu'où est-il possible d'aller pour effacer celui qui lui a donné la vie? Cette question ne s'adressait pas qu'à moi.
Elle résonne chez tous ceux qui ont déjà ressenti le poids de l'ingratitude, la cruauté déguisée en normalité. C'est peut-être pour cela que tant de gens trouvent le courage de partager leur propre histoire, de laisser un commentaire qui résonne et qui dit « Moi aussi, je sais combien ça fait mal ». Les conséquences de cette prise de conscience ont commencé à modifier ma vision des choses. Je ne voyais plus seulement une fille lointaine, mais une adversaire silencieuse. Non par haine, mais par nécessité de survie. Et cette transformation, bien que douloureuse, a ancré en moi la certitude que quelque chose d'inévitable allait arriver. Tel le grondement lointain du tonnerre avant l'orage, je savais que le prochain geste ne serait pas simple. Chaque jour qui passait, le sentiment d'être encerclé devenait plus évident. C'était comme vivre dans une maison où les murs semblaient se refermer lentement, rétrécissant l'espace, réduisant l'air. Je remarquais les détails les plus simples, la hâte de verrouiller un tiroir, le ton dur des phrases banales, le bruit étouffé des pas au petit matin. Tout cela créait une atmosphère de complot, comme si ma propre vie avait été mise en accusation sans que j'aie le droit de me défendre. Et pourtant, dans cette suffocation, il y avait quelque chose de différent, une étrange lucidité. C'était comme si plus le monde tentait de me réduire au silence, plus mes sens s'aiguisaient. Je percevais la différence entre une porte qui se ferme négligemment et une porte qui se ferme intentionnellement. Je sentais le trop court silence d'une conversation interrompue. Même l'odeur d'un parfum inconnu dans le couloir me faisait penser à des présences cachées, à des alliances nouées en mon absence. Cette lucidité n'apportait pas seulement de la peur. Elle m'offrait aussi une sorte de carte, certes incomplète. J'ai commencé à discerner des schémas, à imaginer des liens que je n'avais jamais osé établir auparavant. Une partie était en cours, et même fatiguée, je ne pouvais plus faire semblant de ne pas voir le plateau. Mais il y avait encore l'autre face de cet éveil, l'incertitude. Car voir des signes n'équivaut pas à connaître la vérité. Et cette distance entre suspicion et certitude était un espace dangereux, un abîme qui pouvait m'engloutir si je faisais un faux pas. C'est dans cet espace que je cheminais chaque jour, oscillant entre l'espoir de la découverte et la peur de ce qui allait être révélé. Les nuits s'allongeaient dans cet état d'éveil. Le tic-tac de l'horloge, répété et insistant, sonnait comme un cruel rappel que le temps était compté. Je m'allongeais, mais je ne me reposais pas. Mon corps était présent, mais mon esprit, toujours en alerte, tentait de reconstituer un puzzle auquel il semblait manquer des pièces essentielles. Et c'est dans cette fatigue accumulée, dans cette tension inexorable, que j'ai compris, quelque chose allait surgir de l'obscurité. Ce ne serait pas une simple insulte, ni un regard méprisant. Ce serait quelque chose de plus grand, de définitif, capable de changer à jamais ma vision de ma propre histoire. Les certitudes que je croyais détenir ont commencé à se dissoudre comme de l'encre dans l'eau. À chaque détail découvert, une nouvelle couche d'incertitude émergeait, comme si la réalité était faite de voiles superposés, masquant l'essentiel. C'était un jeu d'ombre et de lumière. Parfois, je croyais être sur le point de toucher la vérité, puis elle s'estompait, disparaissant dans un espace de doute. Les jours devenaient interminables, et les nuits encore plus cruelles. Parfois, lorsque je traversais la pièce sombre, le reflet de mon visage dans la fenêtre m'effrayait. Ce n'était pas seulement l'image d'une femme épuisée, mais celle de quelqu'un portant en lui un secret encore à révéler. Je me demandais si ce secret était mien ou s'il m'avait été tendu comme un piège. Ce sentiment s'intensifiait chaque fois que le silence était rompu par des bruits étranges. Un rire étouffé derrière la porte. Le glissement rapide d'un tiroir en se refermant. Le tintement de clés que je ne reconnaissais pas. C'étaient des fragments d'un récit que je ne parvenais pas encore à reconstituer, mais qui me maintenait en état d'alerte permanent. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, il y avait des lueurs de clarté. Comme lorsque le soleil perce un épais nuage et illumine momentanément un paysage gris. À ces moments-là, je me suis souvenu de qui j'étais avant tout cela, comment j'avais affronté une douleur apparemment insupportable et survécu. Ce souvenir m'a donné de la force, mais il a aussi accentué le contraste avec l'incertitude qui m'entourait. J'oscillais entre la confiance en ma capacité à endurer et le doute d'être peut-être entraîné vers un destin inéluctable. Chaque pas me semblait pesant, comme si je marchais sur une corde raide au-dessus d'un gouffre profond, essayant de trouver l'équilibre entre l'espoir d'une main et la peur de l'autre.
Et plus j'avançais, plus je sentais que quelque chose de caché allait être révélé. Un détail, une preuve, un geste qui allait bouleverser mon histoire. Ce sentiment était si fort qu'il semblait m'accompagner à chaque instant. Je ne savais pas quand il ferait surface, mais je le sentais plus proche que jamais. Et puis, juste au moment où le poids semblait sur le point de m'écraser, quelque chose en moi s'est ouvert comme une fenêtre inattendue dans une pièce sombre. C'était comme si je pouvais soudain respirer un air différent, plus léger, plus ferme, un air qui me rappelait que je ne suis pas seulement fait de mes blessures, mais aussi de la force qui a toujours été cachée dans le silence. J'ai compris que toute cette peur, toute cette douleur, n'étaient pas que des signes de faiblesse. C'étaient les pas difficiles qui m'ont conduit ici, à cet instant où je peux regarder vers l'avenir et entrevoir un autre chemin. Les images me reviennent par vagues. Ma petite fille courant dans la pièce, ses petites mains tenant les miennes, le son de son rire emplissant l'espace. Ces souvenirs me brisent, mais ils me renforcent aussi, car ils me montrent que rien n'a été vain. Même les racines les plus profondes peuvent se tordre et se meurtrir, mais elles restent vivantes, nourrissant quelque chose qui peut encore s'épanouir. Et c'est dans ce contraste que je me trouve aujourd'hui, entre conquête et défi, entre apprentissage et surprise. Conquête, car j'ai survécu au poids du rejet. Défi, car je sais que la bataille n'est pas terminée. Apprentissage, car j'ai découvert en moi des forces que je n'avais jamais connues. Surprise, car j'ai compris que même la douleur peut être une invitation à la renaissance. Mon rythme intérieur a changé. Ce n'est plus le battement de cœur de la peur, mais le rythme régulier de quelqu'un qui sait qu'il tient bon, même si le vent tente de le pousser. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de laisser leur empreinte, d'aimer, de commenter et de s'abonner, car ils comprennent que ce n'est pas seulement mon histoire, c'est le reflet de tant d'autres qui méritent d'être entendus. Et en arrivant ici, je réalise que la vraie victoire ne consiste pas seulement à faire taire ceux qui souhaitaient ma mort, mais à me prouver que je suis encore capable de recommencer. Je porte ces cicatrices comme des médailles silencieuses, me rappelant que la gentillesse n'est pas une faiblesse, et que le silence n'est pas une capitulation. Ceux qui ont suivi chaque étape de ce voyage le savent. Assister à la transformation de quelqu'un qui refuse de disparaître est un privilège. Et c'est avec cette certitude que je conclus, laissant une vérité gravée dans l'air. Lorsqu'on tente d'éteindre notre lumière, c'est précisément à ce moment-là que nous apprenons à briller encore plus fort.